Salut à tous, sur fond de Cerro U, juste derrière moi là, à Paraguay, on va se faire une nouvelle vidéo, le guide de l'achat de terrain rural au Paraguay. Ça va être une vidéo assez lourde, accrochez-vous, prenez le temps de la regarder, mais je pense qu'il n'y a personne qui s'est tapé une vidéo aussi lourde et aussi descriptive sur comment acheter un terrain rural au Paraguay. Alors, tu veux acheter un terrain rural au Paraguay et il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent faire ça. Accroche-toi parce que sans un vrai guide, tu vas perdre des mois et des milliers d'euros. Et c'est pas du tout une fabulation, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça des dizaines de fois. Voilà. Alors, dans ce guide, je vais vous présenter des critères essentiels pour sélectionner un terrain en toute sécurité, basé sur les faits et pas sur du blabla théorique. J'ai quelques notes sur mon téléphone, donc pardonnez, je regarde mon téléphone de temps en temps de façon à suivre le truc, je ne peux pas tout apprendre par cœur. Alors, en une année, j'ai visité à peu près 300 terrains, puisque je recherchais un terrain moi-même pendant 14 mois, on a signé hier. D'ailleurs, après 14 mois de recherche. J'ai parcouru à peu près 30 000 bornes dans le Paraguay, pas juste de l'asphalte, mais aussi des chemins de terre, des zones perdues. Je me suis cassé la gueule en moto 6 ou 7 fois, parfois ça a fait mal, et j'ai vu beaucoup d'erreurs possibles surtout. Et j'ai vu aussi des potes faire des erreurs. Voilà. Alors, Julien, comment je choisis un terrain rural au Paraguay? Voici la réponse et on va avancer pas à pas entre nous, voilà, dans l'ordre exact du processus mental que tu suis en fait quand tu vas arriver au Paraguay et que tu veux acheter un terrain rural. Voilà. Alors, il va y avoir 11 catégories de critères. Il y a beaucoup de critères. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre tous les critères. Sélectionne les plus essentiels pour toi, mais aussi sois conscient des critères obligatoires. Alors, ton projet, catégorie 1, c'est ton projet, c'est le point de départ en fait. Et c'est la première source d'erreur. Les gens cherchent un terrain, ils arrivent au Paraguay, commencent à avoir des terrains. Ah, ce terrain-là, il est joli, puis en plus, il y a un arroyo, un ruisseau ou une rivière, et puis regarde le coucher de soleil, super. Allez, on y va, on achète. 3 mois plus tard, vous comprenez la douleur d'avoir, mettons, 15 km de piste pour y arriver. Aucun voisin, pas d'électricité, et vous êtes à 1 heure d'un hôpital. Ah oui, mais le terrain était génial. Bah oui, mais en fait, il n'a pas du tout été sélectionné de façon pratique et pragmatique, de façon objective. Ça a été un coup de cœur. Mais malheureusement, au Paraguay, c'est pas que sur des coups de cœur qu'il faut choisir les terrains. Loin de là, je pense qu'il faut même une approche plutôt objective, pragmatique, que des coups de cœur où on omet de regarder 7, 8, 9 critères essentiels qu'on aurait dû regarder. Et ne vous trompez pas, j'ai vu beaucoup de gens acheter, en particulier des gens qui achètent à distance sur un coup de cœur, ils viennent là, ils regardent le terrain, bam, ah, j'ai acheté sur mon coup de cœur, j'ai écouté ma voix. Ah bah ouais, ok, mais malheureusement, t'as pas acheté le bon truc. Je suis un peu direct, parce que de toute façon, si vous cherchez un terrain au Paraguay, j'ai pas envie que vous galériez pendant 14 mois comme moi. Alors, le premier critère, c'est qu'est-ce que tu fais sur place? Qu'est-ce que tu veux faire au Paraguay? Tiens, mais quel est le lien avec mon terrain? Bah, si tu as besoin de faire de l'argent, par exemple, parce que tu vas aller te pointer dans un coin où tu n'as accès à aucun business, que tu vas pas travailler en ligne, bah non, tu vas pas faire 2 heures de route pour aller à Ascension toutes les semaines pour aller travailler. À moins que tu veuilles pas vivre sur ton terrain et que ton terrain c'est juste un terrain de week-end. Il faut faire attention à ça. Donc en fait, ce que tu vas faire au Paraguay, ça va définir en fait 80% des critères de recherche du terrain. Alors, je vais vous prendre 3 exemples de profils types que je rencontre souvent au Paraguay. Alors, le couple retraité qui a, mettons, plus de 60 ans et qui a un bon patrimoine. Bon patrimoine, allez, on va taper sur 500 000 euros plus. Recherche tranquillité, donc critère du bruit. Recherche confort,
donc critère de l'électricité et d'autres critères, accès facile au terrain, critère de la route d'accès, proximité de clinique, parce que vous avez plus de 60 ans, on ne sait jamais, donc critère d'être proche d'une ville et aussi critère de la taille de la ville. Voilà. Donc c'est un exemple. Vous voyez le profil type, vous voyez les types de critères qu'on va regarder après. Alors tu es une personne seule dans la dans la cinquantaine ou la soixantaine. Tu as déjà un petit patrimoine, voilà, ça peut être 100 000, 200 000 euros, mais tu as besoin de générer des revenus, parce que voilà, c'est mieux de générer des revenus en plus. Alors, critères par exemple de travail, tu veux travailler, donc ça va être critère du voisinage, un voisinage potentiellement qui a des compétences, critère d'accès à la ville, plus coût maîtrisé, parce que tu veux contrôler tes coûts, donc critère du budget total du terrain, plus la viabilisation, plus la maison, plus autre chose. Et critères de sécurité, parce que tu es toute seule, en particulier pour les femmes qui ont la cinquantaine, c'est un critère majeur pour elles, critère de bon voisinage. Voilà. C'était le second profil. Le troisième profil, la famille, dans la trentaine ou dans la quarantaine, avec 1 ou 2 enfants, généralement plutôt en bas âge, moins de 10 ans. Ils ont un désir d'autonomie, en particulier autonomie alimentaire, de maintenir la santé, et ils ont un bon budget. Pas forcément 500 000 euros, mais sur la base de 300-400 000 euros de patrimoine. Donc un équilibre entre nature et côté pratique. Nature, mais proximité de la ville, besoin d'être à proximité d'une ville pour l'école, pour les enfants, pour les activités sociales et sportives des enfants. Plus besoin de sécurité, donc c'est un critère de voisinage, plus l'aspect alimentaire, autonomie, un sol fertile, l'accès à de l'eau, possibilité de créer un puits, tout ça c'est des critères. Donc vous voyez en fait par rapport à 3 profils types qui arrivent au Paraguay, on a identifié un certain nombre de critères. Pas tous, mais ça vous donne des exemples. Et on va aller dans tous ces critères, donc après ça va être à vous de sélectionner les critères qui sont les plus importants pour vous. Beaucoup de gens se projettent dans un fantasme, malheureusement, et la réalité du terrain, elle vous rattrape très rapidement après. Avoir fait le mauvais achat, c'est vraiment horrible au Paraguay, parce qu'en fait, le truc c'est que c'est pas forcément revendable, donc beaucoup en fait s'assoient sur une perte sèche, perte d'énergie, perte de temps, perte d'argent surtout aussi. Alors, second critère, le voisinage. Certains choisissent littéralement un terrain parce que à côté de ce terrain, il y a un compatriote, un Belge, un Roumain, et j'ai vu des familles faire ça. Hein. Ah, ils habitent là-bas, une famille roumaine. Ah, on va habiter à côté d'eux. Ok. C'est un critère de sélection de terrain, mais faites attention, c'est pas suffisant. Alors, est-ce que vous voulez être proche d'étrangers ? Est-ce que vous voulez des voisins tranquilles ? Est-ce que vous avez besoin de voisins qui sont compétents dans une certaine zone d'activité ? Mettons que voilà, vous êtes musicien, ça fait sens d'être à côté de voisins qui soient déjà musiciens. Et c'est possible, hein, c'est possible. Je connais par exemple des Français qui font de la musique, dire vous pouvez habiter à proximité de ces gens-là par exemple. Voilà. Ou par exemple de l'agriculture. Vous avez besoin d'être à côté d'un mec qui s'y connaît énormément en agriculture parce que vous voulez apprendre. Voilà. Alors, toujours vérifier sur place, voir qui sont les voisins. Si le voisin, c'est un mec qui ivre tous les soirs et qui se promène dans la rue, voilà, ça peut devenir votre quotidien. Et ne rigolez pas, en zone rurale, il y en a qui en a pas grand-chose à foutre, donc ils se mettent... comment on dit, pompon, je sais même plus en français, tous les soirs, et voilà quoi. Donc c'est pas forcément évident de vivre à côté de ce type de personnes là, et je conseille pas. Donc les voisins, le voisinage c'est important, et le meilleur moyen c'est de parler avec les voisins. C'est ce qu'on a fait quand on a acheté un terrain de 20 hectares, on est allé parler avec les voisins, on est allé les découvrir, voir comment ils se comportaient. Voilà. Troisième critère, distance des services essentiels. À combien de minutes maximum d'une ville, peu importe la taille de la ville, on va le définir après, tu voulais vivre. Et c'est important. Ça veut dire ville, ça veut dire accès à des supermarchés, écoles, hôpitaux, événements, cliniques. Imagine que tu as un problème de santé et que tu as besoin d'être dans un hôpital dans les 10 minutes ou 15
15 minutes qui arrivent. Peu importe, tu peux avoir une condition physique qui demande cette proximité à un hôpital. Ça peut paraître trivial, mais c'est important. Donc c'est important de noter ça sur un papier. L'école pour les enfants, est-ce que vous voulez avoir à faire, donc si vous voulez aller déposer les gosses à l'école et les récupérer, est-ce que vous voulez faire 5 minutes, donc aller simple, ou ça peut aller jusqu'à 25 minutes, donc 25 minutes x 4, aller sur place, revenir le matin, aller sur place, revenir en fin de journée. Voilà. Pardon, début d'après-midi, parce que la plupart des cursus scolaires finissent vers 2-3 heures. Prenez ça en compte. Seconde grosse catégorie pour les critères, le budget total. Et là, on parle d'un deuxième piège majeur, parce que souvent les gens vont regarder le prix du terrain lui-même, mais ne vont pas forcément regarder le prix de la viabilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire en viabilisation et qu'est-ce que ça coûte, le prix de la construction de baraques, et puis les coûts satellitaires, escribas notaires, taxes, tout ça, quoi. Voilà. Donc, premier critère, le prix maximum acceptable pour le terrain, pour vous. Voilà. Attention, c'est une zone de pigeonnage énorme, puisque c'est un des investissements les plus importants avec la maison. Parfois, certains achètent des terrains de 30, 40, 50 hectares. Beaucoup surpayent parce qu'ils ne connaissent pas les prix du marché. Et les prix du marché, vous les connaissez en demandant aux locaux. Ça fait partie de la vidéo que j'ai fait sur le guide de l'anti-pigeonnage au Paraguay, que vous pouvez regarder aussi. Quel repère réel? Alors, les prix directs proprio. La Colmena. On va y aller, hein, de toute façon, on n'a rien à cacher. La Colmena, 30 à 40 millions de Guarani. Vous divisez par, en ce moment, on est en décembre 2025, vous divisez par 7900, c'est le taux sur Remitly. 1 euro égale 7900 Guarani. Mettons que vous arrondissez à 8000, donc 30 divisé par 8 ou 40 divisé par 8. Ça, c'est le prix d'un hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, ça fait 100 mètres sur 100 mètres, un carré de 100 mètres sur 100 mètres, à la Colmena. Il y en a qui vont me dire, non Julien, tu dis des conneries. Non, je dis pas de conneries, parce que j'ai cherché des dizaines et des dizaines et des dizaines de terrains, et que je sais quel est le prix proprio. Voilà. Ça peut varier, mais en moyenne, on est sur cette base-là de prix. Voilà. Chololo Guatsu, qui est en fait plus haut derrière moi, en fait, derrière Serohu, tu montes sur Piribuibui, à 60 à 70 millions de Guarani par hectare, parce que c'est une zone très belle. Je prends juste plusieurs exemples. Nueva Alborada, qui est dans le sud, après Capitán Miranda, pas trop loin de Encarnación, à 40-45 minutes de Encarnación, 40 à 45 millions de Guarani par hectare. Globalement, vous allez vous trouver entre 25 et 100 millions de Guarani à l'hectare. Mettons par exemple, vous voulez aller dans la campagne autour de Acaé, Acaé qui est une ville entre Carapegua et La Colmena, vous allez trouver du 30 millions et vous pouvez négocier ça sans problème jusqu'à 25-20 millions. Voilà. Tu peux descendre. Plus vous prenez d'hectares, plus le prix à l'hectare doit être faible. Voilà. Pas forcément linéaire, mais ça marche comme ça. Les lotissements, ce sont ce qu'on appelle loteamentos ou fractions. Généralement 11 mètres par 30, ce qui fait 330 mètres carrés. Ce sont des petites surfaces. Et généralement, c'est le prix le plus cher au mètre carré en zone rurale, parce qu'ils gonflent les prix. De toute façon, c'est des investissements spéculatifs, généralement, les fractions. Voilà. Donc, faites attention au prix du terrain. C'est là où vous pouvez quand même perdre des milliers d'euros assez facilement, parce que en fait, quand vous visitez un terrain via un local, il sait qu'il y a des terrains à vendre, il va rajouter sa com de 5 à 20 millions par hectare sans problème, et puis ça va dans sa poche. Voilà. Alors, le second critère, c'est le coût pour viabiliser. Donc, le premier critère, c'est le coût lui-même du terrain. Voilà, j'achète le terrain. Coût de viabilisation. Mettons qu'on ait acheté un terrain de 4 hectares, ce que beaucoup de gens achètent. 4 hectares à 40 millions de Guarani à la Colmena.
ça fait 160 millions de guaranis, ça fait 20 000 euros. Okay, 4 hectares, 40 millions de guaranis, égale 160 millions de guaranis, ça fait à peu près 20 000 euros à un taux de 1 euro égale 7 900 guaranis. Mais ensuite, on a acheté nos 4 hectares, il faut créer le chemin d'entrée, il faut créer le chemin dans le terrain. Il n'y a pas de ligne électrique. Ok, le poteau le plus près, il est à 450 mètres. Il va falloir tirer une ligne électrique sur 450 mètres. Il va falloir creuser un puits parce qu'il n'y a pas d'eau dans la rue. Ok. Et il n'y a pas aussi de clôture. Alors, on a un petit bout de clôture au début, mais en fait, il n'y a pas de clôture. Ok, on peut ajouter 8 à 12 000 euros. Donc, on a payé le terrain 20 000, mais on a à peu près 8 à 12 000 euros de viabilisation. Et si on ne fait pas la viabilisation, c'est pas forcément viable. Donc, faire attention à ça. Beaucoup se font surprendre. En particulier, vous ne connaissez pas les coûts de viabilisation. Ils ne sont pas énormes, mais ils peuvent être conséquents sur un terrain où il n'y a pas eu de viabilisation. Donc, inclure ça dans le budget total. Alors, le troisième critère, c'est le coût de la maison. Et là, beaucoup n'ont aucune idée des coûts des maisons ici. C'est normal. Ça dépend énormément de ta vision et de ce que tu veux faire, de la qualité. Alors, dans ma rue, ils construisent des maisons super locales. C'est des maisons de fin de semaine ou c'est des maisons pour les gens qui n'ont pas grand-chose. Construction très simple en briques avec des murs. Ils n'ont pas de fenêtres la plupart du temps. C'est ouvert en fait. Un toit normal, 3 000 euros. 3 000 euros pour 15 à 20 mètres carrés. Donc je vous parle du truc quasiment le plus basique. En dessous de ça, il faut aller dans le mode cabane, en bois, quoi. Construction simple, 15 000 euros pour 50 mètres carrés. On parle d'une construction en briques toute simple, voilà, avec une dalle en béton, quelques portes en bois, des fenêtres toutes basiques, 15 000 euros pour 50 mètres carrés. Ok. Construction style européenne, on va être sur la base de 30 à 45 000 euros pour 50 mètres carrés, donc 2 à 3 fois le prix de la construction plus simple. Et après, on peut encore monter plus haut si vous voulez des constructions faites spécifiquement par un Allemand avec mise aux régulations européennes, c'est-à-dire le neutre qui existe, qui va à la terre, du double vitrage, une bonne isolation sonore et pour la température, un toit où l'eau ne traverse pas, entre guillemets, tout ça, quoi. Non, ça ne veut pas dire que sur une construction simple, l'eau va traverser le toit, mais c'est-à-dire qu'il faut être là et faire attention. Voilà. Si tu construis toi-même, ce que je commence à découvrir de plus en plus, les coûts des matériaux est très bas pour l'instant au Paraguay par rapport à ce qu'on paye en Amérique du Nord ou en Europe. Et vous auriez un gain énorme d'argent si vous faites ça, si vous avez des compétences en construction. D'ailleurs, j'ai pensé, mon speech, c'est que dans le cadre du bon voisinage, on a déjà 4 familles, et que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui s'y connaissent en construction, voilà, vous serez les bienvenus parce qu'effectivement, ça peut apporter une chose très très de valeur au projet de bon voisinage. Donc on a vu la catégorie 2 qui est le budget total. Vous faites l'addition de tout ça et c'est important parce que si vous arrivez avec un budget de X et vous vous rendez compte que c'était juste pour le terrain et qu'en fait il faut encore payer ça et ça, parfois ça colle plus. Alors la zone géographique qui est la troisième catégorie de critères, où chercher réellement, et ce point n'existe presque jamais dans les guides, alors que c'est déterminant en fonction de ton budget, comme on l'a vu, de ton projet de vie. Si tu as besoin de faire de l'argent, ça va limiter les zones où tu vas chercher un terrain, de ta tolérance à la piste, du niveau d'isolement que tu souhaites, des services dont tu as besoin, par exemple si tu as besoin d'être à côté d'un hôpital ou autre, peu importe, de la tolérance aux toxines et aux nuisances. Voilà. Alors cette zone devient automatiquement incompatible avec ce que tu recherches. Alors on va prendre un exemple, si tu veux internet plus hôpital proche plus prix raisonnable, certaines zones de Paraguay, du département de Paraguay ou du département de Itapúa deviennent parfaites. Voilà.
Mais le Chaco serait une zone à éviter, parce qu'elle ne correspond pas à tes critères. Voilà. Donc tu vois en fait le lien entre, voici les critères que j'ai définis, en particulier les critères du 1 et 2, et puis les zones où tu vas rechercher. Cela ne sert à rien d'aller rechercher dans des zones qui ne correspondent pas à tes critères. Tu vas juste perdre du temps. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens quand ils viennent sur place. Et justement, on réfléchit comme ça et je les oriente le plus rapidement possible vers les zones clés où ils pourraient trouver un terrain qui leur correspond. Un exemple inverse, tu veux de l'isolement total, tu veux peu ou aucune toxine, et tu veux beaucoup d'hectares pour pas cher. Alors, le département central, le département de la Cordillera, bam, c'est pas faisable. Donc ils sont directement écartés. Et c'est bien en fait d'écarter directement, parce que comme ça sert à rien du tout de passer du temps dans ces départements-là. Chaco, possible, mais ça va être spécifique. Voilà. Alors, ça c'était le critère de la zone géographique. Et donc une fois que vous avez défini cette zone géographique, vous commencez à chercher dans cette zone géographique. C'est ce que j'ai fait par exemple sur la zone... j'ai fait 30 000 bornes, j'ai regardé beaucoup de zones. J'ai fait un peu l'inverse. Moi j'ai tout visité. Mais parce que j'avais pas cette méthode que je suis en train de vous donner. Si vous avez cette méthode que je vous communique, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller partout en fait. Ce qui demande énormément de temps, d'énergie et puis d'argent, quoi. Quatrième catégorie, c'est la légalité et les papiers. C'est la base absolue, c'est simple. Si la partie légale n'est pas propre, en fait, toutes les autres qualités du terrain, on s'en fout. On s'en fout parce qu'elles sont annulées par le fait que voilà, la légalité n'est pas là. Il faut faire vérifier ces points même avant de se déplacer, si possible. C'est pour ça que généralement, quand il y a un terrain à vendre, je demande d'avoir le cadastre, une photo du titre de propriété, potentiellement les derniers impôts payés, tout ça. Alors, on va aller point par point, et là, c'est un peu lourd. Vous allez devoir avoir de l'aide de quelqu'un pour pouvoir vérifier cette partie, parce que vous ne pourrez pas tout faire vous-même. Alors, le titre de propriété, donc c'est le premier critère. Le terrain doit avoir une vraie escritura, une transferencia, donc titre de propriété. Et ce n'est pas un contrat privé, parce que tu peux acheter un terrain via contrat privé, mais en fait tu n'as pas le titre de propriété. À faire attention à cette notion ici qui n'est pas forcément évident. Il y en a qui vont vous dire ok, on va signer à l'Escribania, tu signes en 3 heures, tu as ton contrat privé et tu penses avoir un titre de propriété, mais c'est pas le titre de propriété. La transférencia n'a pas été faite. C'est pour ça qu'en fait vous voyez ça spécifiquement pour souvent les motos ou les bagnoles. Vous achetez une bagnole via contrat privé, mais le titre de propriété peut être, mettons que la bagnole elle a changé 4 fois de main, vous êtes la 5e personne à acheter cette bagnole, juste un exemple extrême mais vous allez comprendre, vous êtes la 5e personne à acheter cette bagnole via contrat privé, donc vous avez la bagnole, voilà, c'est là, mais vous ne possédez pas la bagnole. Le titre de propriété est toujours avec le premier propriétaire. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'en fait c'est très rapide, il n'y a pas besoin de vérifier le truc, ça coûte beaucoup moins cher. Je suis dans une Escribania qui a un notaire, on écrit le truc, c'est torché en 1 heure, c'est tout. Voilà. Mais vous n'avez pas le titre de propriété. Et ça peut poser des problèmes dans le sens où, voilà, mettons que le premier propriétaire décède, on est dans un mode de succession. Qu'est-ce qui devient le terrain? Donc en fait, faites attention. Donc évitez ça. Titre d'occupation. Donc il y a des titres de propriété, il y a aussi des titres d'occupation, le droit d'occuper le terrain. Certaines personnes veulent un titre d'occupation, sachant qu'il faut vous associer à un local pour faire ça. Mais du coup le prix du terrain est beaucoup moins cher. Ou même parfois dans certains cas juste un papier provisoire. Voilà, ils n'ont pas le titre de propriété. Le titre de propriété il doit être clair, transférable et enregistré. Voilà. Le second critère, c'est les limites cadastrales. Alors c'est les limites du terrain par rapport à ce qui a été noté dans le cadastre.
vous avez deux configurations la plupart du temps. Soit le titre de propriété est très ancien, le proprio n'a pas dépensé de l'argent pour qu'un géomètre repasse sur le terrain et mesure les limites du terrain via le pôle GPS, les outils. Et donc, le cadastre est écrit directement sur le titre de propriété. Elle va vous dire, voilà, ce terrain longe le terrain numéro bam 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 avec le padron numéro bam sur 800 mètres, mais il n'y a pas de coordonnées GPS en fait. Et donc du coup, attention à ça. Les terrains qui sont récemment enregistrés au cadastre, le cadastre numérique, où là il y a une position GPS. Voilà. Par exemple, quand on a acheté un terrain, il n'y avait pas de position GPS. Donc on a pris ce qu'on appelle un géomètre, un agrimensor. Il vient sur place, il vérifie où sont les morones, c'est-à-dire les angles, les angles du terrain, les bâtons, prend la position GPS et après ça peut aller renseigner le cadastre que vous actualisez. Voilà. Et donc en fonction de ça, faire attention parce qu'en fait le proprio ou le voisin peut vous balader sur le terrain, vous dire que ça fait partie du terrain, mais en fait non, ça ne fait pas partie du terrain. J'ai vu des gens acheter des terrains mais se faire balader comme ça. Ah ouais, la rivière là elle fait partie du terrain. Non, elle ne fait pas partie du terrain du tout. Mais ils essayent de vous entuber parce qu'effectivement si la rivière fait partie du terrain, ça justifie de payer 10 millions, 15 millions, 20 millions de plus à l'hectare. Donc vérifiez ça, obtenez le cadastre. Alors c'est simple, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Pour un terrain, vous avez un numéro de finca, un numéro de padron, un numéro de lotes. Le numéro de padron, vous pouvez aller directement dans le cadastre, vous tapez Catastro Paraguay. Vous avez le cadastre pour les terrains urbains et les terrains non urbains. Pour ceux qui sont renseignés dans le cadastre, vous tapez la zone, la sous-zone, le numéro de padron et vous arrivez directement dessus. Et donc vous pouvez avoir accès à déjà des informations sur le terrain. Vous allez voir la taille du terrain, vous allez voir quelques points clés GPS qui vous permettent de calculer l'ensemble du terrain. Et ça marche comme ça. Plus qui est le propriétaire et les dernières opérations effectuées sur le terrain en fait. Voilà. Alors, cadastre, c'est vraiment important. Hein. Demandez ça. Si on vous cache le cadastre, généralement, c'est qu'il y a anguille sur roche. Ça marche pas, quoi. Il peut y avoir aussi des terrains qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'on a deux proprios qui sont voisins. Et en fait, dans le cadastre, les terrains se chevauchent. Et vous le voyez, hein. Regardez la carte globale du cadastre. Donc, vous voyez la carte géographique du Paraguay avec tous les terrains qui sont cadastrés numériquement, et vous voyez qu'il y en a qui sont l'un sur l'autre. Bah ouais. Pas été clarifié quoi. Donc vous voulez pas acheter ce type de terrain là parce que c'est des emmerdes en fait. Les procédures ici peuvent durer pendant des années, donc en fait ça vaut pas le coup. Donc ça c'était le second critère, les limites cadastrales. Troisième critère, les certificats d'eau. Alors là, il y a pas mal de certificats d'eau qui sont indispensables. Vous n'allez pas les avoir vous-même. Généralement, il va falloir passer par un professionnel, soit un notaire, soit un avocat. Certificat d'eau de no gravamen. Certificat d'eau de anotaciones personales. Certificat d'eau de interdicción. Certificat d'eau de estado de cuenta. Vous avez vérification au passé aussi. Alors, ces documents confirment qu'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien, qu'il n'y a pas d'interdiction de vente, qu'il n'y a pas de dette, qu'il n'y a pas de procédure judiciaire sur le terrain, mais aussi sur la personne. Absence de blocage administratif pour une raison ou pour une autre. Tout ça, c'est super important parce que vous pouvez trouver le terrain idéal, mais il y a ce qu'on appelle un embargo, c'est-à-dire qu'il y a un drapeau rouge. Et vous ne pouvez pas acheter le terrain. Si vous allez acheter le terrain, vous attendez à avoir des problèmes. Faire vraiment attention à ça. Et encore une fois, vous devez vous faire accompagner d'un professionnel pour pouvoir accéder à cette information. Si vous alliez faire juste un contrato privado, un contrat privé, contrato privado, vous allez juste faire un contrat privé,
et que vous pensez avoir le terrain mais qu'il n'y a pas eu vérification de tout ça, bah en fait il peut y avoir de gros problèmes. Surtout qu'en fait quand il y a des problèmes sur les terrains, ils essaient de les revendre. Bah, bien sûr, ils essaient de se débarrasser du terrain au prix maximal. J'ai vu des terrains, je décris ça dans la vidéo le guide de l'anti-pigeonnage, où le gars il a 300 hectares à vendre, il y a 200 hectares avec un titre de propriété, il y a 100 hectares avec non titré. Il essaye de vendre les 300, mais il n'y a pas de réduction parce qu'il y en a 100 qui ne sont pas titrés, quoi. Et il va vous dire non, tout est bon, hein. Voilà. Et c'est commun de mentir ici, hein. Attention, hein. Faites vraiment attention à ça. Ne croyez pas les gens sur parole, allez vérifier tous les trucs. Quatrième critère, conflit de succession. Faites attention quand il y a... Si les parents possèdent le terrain ou s'il y a un condominio avec la famille, il faut que tout le monde soit d'accord pour vendre. J'ai vu des situations où il y a... mettons, il y a 5 enfants, il y a des petits-enfants, tout ça. Il faut que tout le monde soit d'accord pour vendre. J'ai un pote qui voulait acheter un terrain sur Valenzuela. Il y avait, je sais pas moi, entre 8 et 11 frères et sœurs, parce qu'ils ont des familles assez grandes. Il y en avait 2 qui voulaient pas vendre, et ça passe pas. Et ça se voit tout le temps comme type de configuration, puisque les familles en zone rurale sont généralement assez grandes. Donc faites attention à ça. Il faut que tout le monde soit d'accord. Parlez aux gens, tout ça. Faites pas d'hypothèse que tout le monde est d'accord. Alors, 5e critère, ce sont les servitudes. C'est quoi les servitudes? C'est vous achetez un terrain et puis vous pensez qu'en fait c'est votre terrain et que personne ne vient dessus. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y a une servitude. C'est-à-dire que les voisins ont le droit de passer sur votre terrain pour pouvoir aller vers d'autres zones. C'est ce que j'ai vu récemment sur un terrain vers Mocadjate Escobar. 24 hectares, terrain magnifique. Mais il faut passer chez le voisin pour pouvoir accéder au terrain. Donc faire attention à ça. C'est quelque chose qu'il faut demander parce que généralement on va pas vous le dire, pas forcément vous le dire. Voilà. Si vous avez une servitude de passage et que les gens ont besoin de passer en voiture et qu'il y a quand même, mettons qu'il y a 5 voisins, ça fait du trafic tous les jours. Pas forcément l'idéal. Attention à ça. Maintenant, il peut y avoir 2 types de servitudes. Servitude par exemple en D. Vous avez un terrain, il y a une ligne électrique qui passe, il y a une ligne électrique haute tension qui passe sur le terrain. Donc vous avez, mettons 10 pylônes qui passent sur la largeur de votre terrain. Andé peut venir, en fait. Il y a une loi spécifique qui dit que Andé, donc je ne sais pas vous décrire toute la loi, vous pouvez la trouver en ligne. Andé a le droit de passage. Ils peuvent venir pour réparer. Il y a une distance sous laquelle vous n'avez pas le droit de construire en dessous de la ligne électrique. Et vous exposez aussi de l'émission électrique, hein, de toute façon. Voilà. Donc c'est bon à savoir ça. Voilà. Rivière. Alors il y a une rivière, mettons comme la rivière Piribubi qui passe sur votre terrain. C'est cool, vous avez une rivière sur le terrain, vous payez le prix. J'ai payé 90 millions à l'hectare, voire beaucoup plus, peut-être même 200 millions à l'hectare. La rivière traverse mon terrain. La rivière ne vous appartient pas. Désolé. On vous a potentiellement fait croire que la rivière vous appartenait, elle est à vous seul. Non, la rivière c'est une zone publique où les gens ont le droit d'aller. Par contre, les gens n'ont pas le droit d'aller sur votre terrain. Il peut y avoir potentiellement une servitude de passage pour aller à la rivière. Mais si je veux marcher la rivière et puis passer par tous les terrains que je veux, il n'y a aucun problème. J'ai le droit de marcher sur la rivière, c'est une zone publique. Voilà, et je n'ai pas à payer ou à ce qu'on me dise non, tu peux pas passer là. C'est bon à comprendre. Allez justement sur des zones comme les complexes touristiques Pinamar, tout ça. Ils vont payer un droit d'entrée pour pouvoir aller sur le terrain, mais en fait vous pourriez arriver par la rivière et ne rien payer. À partir du moment où vous restez dans la rivière, voilà, c'est une zone publique. C'est quelque chose à savoir. Discuter avec les bons agents immobiliers, vous expliqueront tout ça. Sixième critère dans cette 4e catégorie, le risque UNDRIP. Alors, c'est un truc très spécifique, mais vaut mieux vérifier ça dans les zones qui sont plutôt indigènes. Dans le Chaco par exemple, alors United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, c'est présence indigène avec des
des notions réglementaires liées justement à la présence d'indigènes. Donc ça pourrait être des terrains qui ne sont pas forcément vendables, des zones qui vont être en récupération ou en restriction par rapport à l'usage, des zones sujets à réclamation. Il faut faire attention à ça. Mais encore une fois, c'est un cas extrêmement spécifique, il est très improbable. Mais par exemple, on a vu ça en Australie, où en fait, sous prétexte que certaines zones sont indigènes, les gens sont quasiment dépossédés et doivent laisser le bien à des indigènes. Voilà. Donc faire attention à ça. Encore une fois, je pense que ça doit être 0,3% des cas, mais je préfère vous le dire que d'avoir une surprise. La 5e catégorie, c'est la sécurité et l'environnement humain. Alors après la légalité, c'est le 2e filtre éliminatoire. C'est simple. Tu vas avoir un terrain parfait, fertile, beau, mais si tu as un voisin qui est dégénéré, alcoolique, violent, dans une zone à problème, bah, ça va devenir un cauchemar. Tu vas détester le fait de vivre sur place. Et comme je l'ai vu chez certaines personnes, par exemple une Australienne qui a acheté un terrain dans ce type de zone-là, zone à problème, elle veut revendre sa baraque. Le problème, c'est que une fois que c'est su, faut trouver un autre pigeon pour vendre. Et être franc avec vous, faut trouver un autre pigeon. Vous êtes fait avoir, vous n'avez pas vérifié ces critères-là. Maintenant, il va falloir trouver un autre pigeon pour vendre le bien, mais ça va prendre du temps. Ça peut prendre des années avant que le bien soit vendu. Vous allez devoir descendre le prix, tout ça. Donc, vaut mieux voir ça en amont que de faire l'expérience des conséquences. Alors, il va y avoir un certain nombre de critères. La criminalité locale, zone dangereuse, gang, mafia, zone avec vol. Alors, c'est pas les gros vols, c'est pas la grosse mafia du tout. Mais ça peut être un petit gang local de 3-4 personnes qui a compris comment ça marchait. Il y a des étrangers, on va les voler, ils savent exactement comment procéder, ils sont de mèche avec qui vous savez. Et puis voilà. Et donc c'est des zones à fuir. C'est des zones à fuir parce qu'en fait, va falloir protéger votre maison, mettre du fil barbelé, mettre des caméras. Chaque fois que vous partez, vous n'allez même pas partir en vacances parce que vous avez peur de vous faire voler. Non, c'est pas gérable tout ça, quoi. Donc toujours demander, traîner sur place d'abord, demander aux voisins, attention les voisins peuvent être de mèche, donc faire gaffe aussi, aux commerçants locaux, les dispensers qui sont ces toutes petites supérettes de proximité, ils connaissent beaucoup de monde, ils savent ce qui se passe. Demandez à la police si vous avez des contacts, bien sûr, parce que sinon ils vont pas vous dire, quoi. Ça c'est important, c'est pas à sous-estimer. Attention, on vous dit que le Paraguay est un pays super safe, secure, c'est vrai, mais le nombre de petits problèmes comme ça peut, voilà, quoi. Et ça va pas forcément être des vols de voitures, ils peuvent juste venir vous voler vos vaches, voler vos poules ou des trucs comme ça. Ce qui peut être très embêtant. Une vache, ça vaut quand même jusqu'à quelques milliers d'euros. Alors, second critère, l'usage actuel du terrain. C'est très important. On peut encore avoir des surprises ici. Est-ce que quelqu'un vit sur le terrain? En particulier, si vous achetez un terrain de 30 hectares, et mettons qu'il y ait 20 hectares de zone boisin, vous n'avez pas vu qu'en fait, on vous a promené un peu sur le terrain, on ne vous a pas montré tout le terrain. Vous n'avez jamais fait tout le tour du terrain, mais là-bas, il y a un mec qui habite dans une cabane. Et il habite là depuis 8 mois, mais il va dire qu'il habite là depuis 5 ans. En fait, ça va créer des problèmes administratifs par rapport à votre terrain. Potentiellement, il a un droit de rester sur votre terrain. Donc, faites attention à ça. Demandez, est-ce que quelqu'un habite sur ce terrain-là? Est-ce que quelqu'un passe sur ce terrain-là? Est-ce que quelqu'un passe du temps sur ce terrain-là? Est-ce que quelqu'un amène ses vaches sur ce terrain-là? Et vérifiez vous-même. Ok. Vérifiez si quelqu'un cultive, si quelqu'un stocke des outils, si quelqu'un fait paître du bétail, si quelqu'un a installé une petite maison ou autre. Voilà. Faut voir à l'usage réel et pas simplement à ce que dit le vendeur ou à ce qu'on vous dit dans le quartier. Voilà. Alors troisième critère, justement. Est-ce qu'il y a une clôture? S'il y a déjà une clôture sur le terrain, c'est mieux.
parce que dans un terrain qui a pas de clôture, bah, les gens y rentrent, les voisins qui empiètent, même si vous avez une clôture, ils vont parfois déplacer la clôture, hein, quand vous êtes parti en vacances. C'est arrivé à un pote. Des animaux qui sortent, des animaux qui rentrent, des conflits potentiels. Donc avoir une clôture qui est déjà bien définie, ça c'est un avantage majeur pour le terrain. Si vous achetez un terrain, clôturez-le. Voilà, c'est pas simplement pour ne pas avoir affaire avec les terrains, les voisins ou être méchant ou agressif par rapport aux autres. Non, c'est que voilà, vous avez payé ce terrain-là, c'est votre terrain, clôturez-le de façon à prévenir des problèmes. Voilà. La clôture, c'est pas simplement esthétique, c'est un outil de protection juridique et sociale. Voilà. Et c'est important, en particulier si vous avez un grand terrain. Alors, 6e catégorie de critères, accès et infrastructure d'accès. Le Paraguay, c'est le pays où 5 km de piste, ça veut facilement devenir une horreur et changer ta vie. On en parle trop peu, mais c'est important. Alors, premier critère là-dedans, combien de minutes de piste est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prêt à faire 5 minutes de piste ou 30 minutes de piste? Parce qu'il y a une sacrée différence, en particulier en termes d'argent aussi, parce que c'est pas du tout le même type de bagnole, hein. On peut aller de 5 000 à 25 000 euros en fonction de ce dont vous avez besoin, et puis d'énergie. Parce que, ne serait-ce que, je vais prendre juste l'exemple, quand je fais de la moto et que je fais de la piste, ça demande une énergie considérable, en particulier si vous avez des pistes de sable où, je suis désolé, je suis pas un champion d'enduro et que c'est difficile, c'est fatigant. Alors, quand vous venez au Paraguay, allez rouler pendant 5 km, puis 10 km de piste avec une voiture classique, avec un 4x4. Comme ça, vous voyez la différence. Et souvenez-vous-en. C'est-à-dire, ouais, j'ai fait cette expérience-là. Ah oui, on avait essayé ça. Et en fait, non, c'est... Voilà. Donc après, quand vous voyez un terrain, ne considérez pas juste le terrain, mais la piste, le nombre de kilomètres à faire. Et le temps réel est plus important que la distance. Il faut mieux compter en nombre de minutes nécessaires. Attention, une piste en été et une piste en hiver, c'est quelque chose de complètement différent. En été, il peut pleuvoir un peu plus, mais le sol absorbe à une vitesse incroyable. Quasiment en quelques heures, des trompes d'eau peuvent être aspirées et prises par le sol. En hiver, c'est de la pataugeoire. Il y a des chemins, par exemple autour de la Colmena, en hiver, je ne peux pas passer quasiment en moto. Parce que c'est de la bouillasse, c'est de la gadoue c'est de la gadoue en fait, vous arrivez dedans, vous tombez de 30 à 40 cm, vous enfoncez dedans et c'est fini. Et même avec un 4x4, vous êtes coincé dedans. Donc faites attention à ça. Encore une fois, il n'y a qu'en période hivernale, c'est-à-dire de mai à octobre, que vous pouvez voir ça, parce que sinon en été c'est sec, donc on s'en rend pas compte. Là c'est la bonne période, on est en décembre. Alors, donc on a vu combien de minutes de piste es-tu prêt à faire. Second critère, l'accès routier praticable toute l'année. Il y a des zones où en hiver, tu peux rester bloqué pendant des jours, parce que justement la piste n'est pas praticable, même avec un 4x4, ce que je disais. Le sol devient une purée de gadoue. À vérifier, est-ce que le sol reste gorgé d'eau? Y a-t-il un ruisseau à traverser? Parfois, vous avez des ruisseaux qui se créent en hiver, qui traversent les routes, les pistes. Faut-il un pont? Y a-t-il un accès alternatif? Le voisin confirme-t-il le passage? Et regardez le type de véhicule qu'ont les voisins. Si les voisins ont tous des motos et qu'il n'y a pas de bagnole, c'est soit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter une bagnole, soit qu'en fait ça servira à rien d'avoir une bagnole parce qu'en fait le terrain, le chemin n'est pas praticable avec une bagnole. Ce sont des beaux indicateurs. Il va falloir mettre votre casquette observation et vraiment observer ce qui se passe et ce que les gens font, quoi. Attention à la phrase classique, quand on va vouloir vendre le terrain, la route elle va être refaite, tout ça. C'est à chaque fois on nous dit ça, hein. À chaque fois on me dit ça, quoi. Et tu repasses un an plus tard, la route c'est toujours la même chose, quoi. Donc ils vont toujours vous sortir des arguments pour vous vendre le truc de toute façon. Même les agents, hein, tous quasiment, quoi. Donc
Sachant que les routes n'avancent pas énormément vite ici, ils refont les routes goudronnées parce qu'elles s'abîment régulièrement, hein, tous les 12 mois quasiment. Alors, créer les nouvelles routes, non, pas trop, quoi. Sauf s'il y a un intérêt économique majeur. Troisième critère, disponibilité de machines, de services. Dans certaines zones, ça va être difficile de faire venir un tracteur, les pelleteuses, même les grues, tout ça. Donc faites attention à ça. Il peut y avoir en fait, il n'y a personne qui veut tirer une ligne électrique dans votre coin ou des choses comme ça. Personne ne veut creuser un puits parce qu'ils savent que voilà, la roche, elle est trop dure. Donc tu peux avoir un terrain pas cher, mais en fait impraticable à aménager. Donc faites attention à ça. Encore une fois, dans cette vidéo, il y a beaucoup de critères. En dessous, il y a un PDF, donc avec le tableau récapitulatif de toutes les catégories, tous les critères. Ça vous permet d'imprimer ce document. Ça vous permet de le parcourir très rapidement avec les catégories, les critères, de rayer ce qui vous intéresse pas, de noter les critères. Est-ce que le critère, en fait, il est vraiment important pour moi? Est-ce qu'il n'est pas important ou est-ce qu'il est important? Voilà. Donc c'est vraiment, j'essaye de faire les choses de façon extrêmement pratique. Même si pour l'instant, vous en prenez un petit peu plein la face. Mais c'est normal, attention. Moi j'ai découvert, il m'a fallu à peu près 14 mois pour découvrir tous ces critères. Je les ai quasiment tous couverts et vus sur les 300 terrains que j'ai à peu près visités. Mais au départ, vous n'allez pas avoir conscience de ces critères. Et c'est normal. Par contre, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de décision à la va-vite, surtout au Paraguay. Sauf si vous voulez acheter un terrain pour 10 ou 20 000 euros et que 10 ou 20 000 euros pour vous, vous en foutez, quoi. Alors, la 7e catégorie, ce sont les toxines et les nuisances. Et c'est important pour pas mal de gens qui regardent ma chaîne, qui comprennent l'état d'esprit. Premier critère là-dedans, c'est pas d'agriculture intensive et de pesticides, donc tout ce qui est produits chimiques qui aspergent. C'est visible, mais encore il faut savoir regarder. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps sur Itapúa, c'est pour ça que j'ai bien vu ça, les tracteurs qui aspergent avec les produits chimiques. Vous voyez clairement l'utilisation de pulvérisateurs de bras, pulvérisateurs à main, tout ça. Tout ce qui est monoculture, vous allez voir ça dans le Paraguay quand vous allez sur la zone par exemple de Ciudad del Este. Vous voyez des champs de culture à perte de vue, culture intensive, 3-4 récoltes par an. Ils asperment comme c'est pas possible de toute façon avec des produits chimiques. Et ils ne s'en cachent pas parce que vous avez des publicités pour les produits chimiques qui sont le long des autoroutes ou des routes. Voilà. Quand vous descendez sur Itapúa ou quand vous allez vers Ciudad del Este. Vous avez même dans certains champs les bidons abandonnés de produits chimiques. Voilà. Et ils traitent à gogo. Moi, j'ai pas envie de vivre à côté de champs où c'est aspergé. Voilà. Il y en a qui vont dire j'ai mis une haie, le produit chimique, ça va. Non, c'est pas parce que tu as une haie que le produit chimique rentre dans le sol, va dans les nappes aussi. Donc ça peut être un critère pour certains d'entre vous qui ne veulent pas se retrouver à côté de champs aspergés de produits chimiques. Il y a des zones où ils aspergent par avion et aussi par drone. Donc voilà, c'est automatisé. Second critère, l'absence de tours et d'antennes. On parle des tours 4G, 5G ou autres ondes. Certains sont sensibles à ce type d'antenne, donc faites attention à ça. Sachant qu'il y a de la redondance, c'est-à-dire que si un opérateur met ces tours-là, les autres opérateurs vont aussi mettre leurs tours, mais ne partagent pas le même hardware, comme on dit, les mêmes machines, donc il y a redondance. Voilà. C'est pour ça que moi je ne vivrai pas dans Ascension ou même à l'intérieur de Encarnation, parce que c'est plein d'ondes et de tours. Je pense que c'est pas forcément sain à long terme. Donc ça c'est un critère, voilà. Troisième critère, pulvérisation aérienne. Je vous avais montré la dernière fois dans le ciel, vous savez, je ne vais pas prononcer le mot parce que
voilà, on se fait délister ou déprioriser de YouTube parfois juste à cause de ça, ce qui est un peu débile, mais bon, c'est la réalité. Les vols internationaux, vous avez des couloirs où effectivement il y a très peu de ça au Paraguay, mais vous avez quand même des couloirs. Je prends les vols par exemple Buenos Aires Miami par Aerolíneas Argentina. Vous avez Air France sur certains vols internationaux, pas les vols qui s'arrêtent juste au Paraguay, mais les vols qui survolent le Paraguay et qui passent comme par hasard, ils passent au-dessus d'Ascension, quoi. Alors que la ligne n'est pas forcément la même. Voilà. Le trajet direct. Faire attention à ça, encore une fois, pas beaucoup au Paraguay, mais de plus en plus. Encore cette semaine, je parlais avec un mec qui habite en Estonie, il me disait l'an dernier il n'y avait rien, cette année c'est du quadrillage. Ok, ouais. En fait ça avance de plus en plus. Alors le quatrième critère, c'est... Et donc je veux juste revenir sur le point 7.3, donc pulvérisation aérienne. En zone rurale ça va, je dirais que là, en fait, vous voyez assez clairement derrière moi, on est en période de fin de printemps, début d'été. Vous avez ciel bleu, gros nuages normaux pendant à peu près 5 ou 6 mois. Mais parfois, on se réveille le matin, on regarde à 7 heures le ciel. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est pas un ciel naturel. Et le froid, vous sentez le froid, quoi, alors qu'on est... normalement, c'est pas cette sensation. Point numéro 4, les insectes. Alors faites attention, ça peut vous pourrir la vie. Vous avez des terrains qui sont très beaux. Je pense même à un terrain sur Mokajate qui était sur la base de 20 hectares. Et c'est des Allemands qui essaient de le vendre. Ça fait 2 ans et demi qu'il est en vente. Quand vous allez sur ce terrain, il peut se passer, ça va dans 3-4 minutes. Après, vous faites agressé par les insectes, c'est incroyable. Mais pour rien au monde, j'achète, même si c'était gratuit, je ne prendrais pas le terrain. Faites attention à ça. Il y a des zones qui sont infestées. Je pense par exemple à San Bernardino. Si vous avez regardé mes vidéos, vous me connaissez. La vidéo dans l'amphithéâtre, là où je me fais manger par les moustiques. De toute façon, le truc, c'est que vous le voyez, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous mentir. Je suis resté 70 minutes sur place, j'ai dû me prendre 30 ou 40 piqûres de moustiques et j'ai dû partir même parce que c'était insoutenable. Voilà. Ça veut dire qu'il faut aller visiter le terrain. Il n'y a pas d'autre façon. C'est pas en achetant un terrain à distance de France que vous achetez 30 hectares et puis vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que en fait, non, c'est infesté de moustiques parce qu'en fait c'est une zone basse. Mettons, c'est une zone à 120 mètres d'altitude, principalement plate. Ça regorge d'eau en hiver et c'est plein de moustiques, quoi. Voilà. Donc le seul moyen, c'est d'aller visiter sur place ou d'avoir quelqu'un qui peut aller visiter pour vous. Alors, je parle des moustiques. Il n'y a pas que les moustiques, il y a une petite mouche. J'avais fait une expérience sur Itapúa qui est horrible. Elle doit faire 3 ou 4 mm de long. Elle pique comme c'est pas possible. Il y a les tans, donc ces grosses mouches de 1,5 à 2 cm. Là, c'est encore pire ça. Là, quand elle te pique, tu le sens. Principalement autour des rivières. Faire attention aux proximités de rivières et zones humides. J'ai vu des gens acheter des terrains avec une rivière et en fait c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas en fait profiter de ton extérieur. Alors dans la catégorie des toxines et des nuisances, une nuisance, le boum boum paraguayen. Pour ceux qui connaissent les bagnoles avec les sonos énormes dans le coffre, mais pas que ça, hein, les sonos énormes en général, vous pouvez découvrir trop tard que vous avez acheté un terrain à côté d'un mec qui met du boum boum toute la journée. Il n'a rien à foutre, il est chez lui, il n'a pas de travail, tous les après-midi c'est boum boum. Et ça peut être un truc sympa paraguayen, mais ça peut être aussi un truc un peu trans-techno ou reggaeton. Et ça peut être une horreur. Il y a des rythmes, vous en pouvez plus. Réellement, c'est insoutenable au bout d'un moment parce que ça sert à rien quasiment de mettre des boules qui est comme ça. Le son peut être tellement puissant et parfois porté par le vent que vous avez l'impression d'être à côté de la sono. Et je rigole pas, hein, sur Sambert, c'était ça par moment, quoi. Parce que c'est connu pour faire la fête.
Faites attention à des zones justement comme les fractionnes, parce que les fractionnes, les lotissements, c'est des terrains de 11 par 30, vous êtes à côté les uns des autres. S'il y en a un qui adore la musique, il va mettre la musique en permanence, quasi permanence, ça peut vous pourrir votre vie. Et si vous allez le voir et qu'il ne veut pas baisser la musique, vous commencez à vous friter avec le gars, c'est fini quoi, c'est fini. Vous pouvez déménager. La musique, ça peut être aussi au milieu de nulle part, hein, attention. C'est pas parce que vous êtes en zone isolée qu'il va pas y avoir de musique, malheureusement. En fait, même dans des zones retirées en campagne, vous avez toujours une maison ou quelqu'un qui habite là, quoi. C'est pour ça qu'il faut visiter le terrain le soir, la nuit et surtout le week-end, pour voir justement ce qui se passe. 6e critère, bruit de route. Alors, le bruit et le trafic ici portent très loin. Je vais vous donner un exemple. Là-bas, à côté de moi, il y a une route. Elle doit être à peu près à 270 mètres. Là, il y a un bus qui passe. J'entends pratiquement pas le bus. Par contre, si je vais en haut de Cerro U, là derrière, je vais entendre le bus comme s'il était à 20 mètres de moi. Pareil, parce qu'en fait... Le bruit porte vraiment différemment. Et tant que vous avez un vis-à-vis, vous êtes partie haute et en vis-à-vis avec une route, ça porte vraiment le son. Les bons vieux camions Scania qui sont importés, qui font un bruit énorme au freinage, les mobylettes avec pot d'échappement libre, ouais, effectivement, c'est sympa pour le mec qui se croit vraiment dans un truc de course, mais alors ça fait un bruit énorme, que vous pouvez entendre sans problème à 900 mètres ou 1000 mètres en portée directe. Faire vraiment attention à ça, et encore une fois, le seul moyen c'est d'aller sur le terrain et de voir. Vous pouvez être en fait pas trop loin d'une route, mais parce que vous êtes dans une zone un peu en vallée ou en caisse, où vous avez un cerro entre vous et la route, vous n'entendez quasiment rien. Et donc, seulement en faisant l'expérience sur le terrain, vous allez vous en rendre compte. Alors, le point 7-6, c'était bruit de route. 7e critère, exposition au feu de végétation. Alors, il y a une période de l'année, c'est à peu près de juin à novembre, où vous avez les feux agricoles, les brûlis en fait. C'est la pratique de brûler le champ de façon à pouvoir régénérer la terre, et ça fonctionne. Donc faites attention où vous habitez. Si vous habitez à côté de zones de culture, ça peut se produire. Bon, ça va pas être toute l'année bien sûr, mais ça va être quelques jours par an, et puis ça brûle pendant quelques jours. Voilà, donc ça peut être de sacrée fumée, une odeur. Faites attention à ça. Plus risque d'incendie. Si c'est près de chez vous et que vous avez principalement que de la forêt, attention à ça. En particulier si vous avez des forêts de pins ou des trucs comme ça, des trucs très, très inflammables. 8e critère, le vent. Alors, certaines zones sont ventées en permanence. Certaines zones sont ventées juste quelques mois de l'année, certaines zones sont ventées juste quelques semaines de l'année. C'est bien de savoir ça, parce que si vous êtes dans une zone où c'est du vent en permanence, c'est pas forcément agréable du tout. Voilà. Ça change la vie quotidienne. Il y a des terrains qui vont être impossibles à aménager sans protection. Si vous avez déjà un vent assez fort toute l'année, en période de tempête, ça va être encore plus extrême, et vous avez quand même risque que votre toiture s'envole, risque que les arbres tombent ou des choses comme ça. J'ai un ami par exemple qui a créé sa maison dos au vent, parce qu'en fait il y a tellement de vent en permanence que t'as pas envie d'être sur la terrasse et de te payer encore du vent. Voilà. Moi j'avais fait l'expérience d'une maison que j'avais achetée où il y avait du vent en permanence, et c'est pas agréable, Par contre, encore une fois, la seule façon de s'en rendre compte, c'est de passer du temps sur place et puis de demander aux gens. Il commence à faire chaud, hein. Je vais bouger juste un petit peu, si vous me pardonnez. Hop. Alors, en fait, l'ombre. Hop. Voilà. L'ombre bouge un peu. Voilà.
On est en décembre. Il doit faire il a plu hier, mais on retombe régulièrement sur du 35-36 degrés. Alors, la 8e catégorie, c'est bon. La 8e catégorie, c'est la topographie dimension. C'est ici qu'on voit si le terrain est pratique ou si on va lutter pendant des années. Premier critère, c'est la superficie que vous voulez. Quelle taille tu veux. Et en fait, la question, c'est pas forcément quelle taille tu veux, c'est de quelle taille as-tu besoin. Parce que généralement, les gens veulent une taille, mais ils ont besoin d'une taille qui est beaucoup plus petite. Et c'est marrant, à chaque fois, les gens, ils arrivent sur place. Tu cherches quoi? Je recherche 10 hectares, je recherche 5 hectares, je recherche 4 à 5 hectares. 2 semaines, 3 semaines après, ils ont vadrouillé. Ah Julien, en fait je me rends compte que ça sert à rien d'avoir autant de terrain, quoi. Pour moi, 1 hectare ou 2 hectares, ça me suffit amplement. Et je suis en train de vous dire exactement ce que les gens me disent, quoi. Donc faites attention à ça, ne surestimez pas votre besoin. Alors 1 hectare c'est 100 mètres sur 100 mètres. 2 hectares c'est 100 mètres sur 200 mètres. 3 hectares, c'est 100 mètres sur 300 mètres. 4 hectares, ça fait 200 mètres sur 200 mètres ou 100 mètres sur 400 mètres. Ce sont des distances qui sont déjà très grandes. En fait, vous pouvez mettre énormément de choses dessus. À partir du moment où vous n'avez pas forcément de besoin d'espace pour aller y mettre une vache, généralement, elle est 0,8 hectares par vache. Vous n'avez pas forcément besoin d'une distance énorme. Nous, on a pris un terrain assez grand parce qu'on fait un bon voisinage. Donc, c'est-à-dire que pas mal de foyers vont habiter sur ce terrain-là. Voilà. Mais sinon, pour vous-même, les gens qui ont du... En fait, c'est pas juste parce que vous avez du pognon qu'il faut acheter un grand terrain. Faites-en quelque chose. Il y a des gens qui achètent 40 hectares, mais en fait, ils utilisent que 2 ou 3 hectares. Tout le reste est pas utilisé. Il est non seulement pas utilisé, mais ils n'ont pas de projet. C'est-à-dire que voilà, ça pourrait servir à d'autres bons voisinages, ça pourrait servir à tellement de gens en fait qui pourraient habiter là-dessus. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, je trouve. 1 hectare de trop, c'est pas simplement de l'argent perdu, c'est aussi du temps, c'est de l'énergie à gérer ça. Par contre, faut pas non plus sous-estimer la taille dans le sens où ça vous bloquerait pour certains projets. Sachant que prenez en compte que y a pas mal de terrain à vendre, même si vous n'avez pas acheté suffisamment, vous pouvez potentiellement agrandir ou acheter le terrain d'à côté à un moment ou à un autre. Justement, le fait d'habiter sur place, ça vous donne accès à des opportunités. Alors ça, c'était la question de la superficie. Vraiment, ça va en fait de pair avec qu'est-ce que tu veux faire au Paraguay. C'est dans les 80% des critères qui sont définis par ce que tu veux faire au Paraguay. Topographie, dimension, second critère. Le relief. À vérifier, le terrain est plat ou non? Est-ce que le relief est dangereux? Est-ce que tu as un drainage naturel? Est-ce que tu es protégé du vent? Est-ce que tu as des zones d'ombre? Le relief, c'est important, ça définit la vie du terrain. Certains terrains ils paraissent jolis, mais ils sont inconstructibles, voire inutilisables. Donc faire attention à ça. J'ai vu justement sur le terrain de 24 hectares dont je parlais avant, qui est un peu plus loin. Il est magnifique, mais il y a une partie de zéro, c'est quasiment inutilisable. Alors ça pourrait être utilisable pour un projet touristique avec des cabanes dans les arbres ou un truc comme ça, mais sinon, en fonction de ce que tu veux faire, c'est pas forcément utile. Le 3e critère, c'est l'altitude. C'est très important et souvent oublié. Le nombre de gens qui même ont passé du temps au Paraguay, ils me disent ouais, ce terrain il est bien. Et la première question que je leur dis, généralement que je demande, une des premières questions, c'est quelle est l'altitude du terrain? 136 mètres. Ton terrain il est bien, mais ça risque d'être une pataugeoire en hiver. Et les gens, il leur faut un peu de temps parfois pour se rendre compte que oui, effectivement, Julien a raison. Le terrain il est bien, mais c'est une pataugeoire, donc ok, on zappe, dégage. Ne le prends même pas, ne le considère même pas, c'est pas la peine. Même s'il est très beau. Parce qu'un terrain qui est
sous 130 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, c'est généralement de la bouillasse en hiver. Ah oui, Julien, mais Julien, il crée des barrios cerrado dans des zones à 80 ou à 110 mètres d'altitude. Ouais, mais bon, attendez-vous un jour à l'autre à être sous l'eau, quoi. Voilà. C'est la réalité, hein. De toute façon, il y a des attrape-nigots, il y en a qui savent exactement ce qui peut arriver ici, mais vous le diront pas, quoi. Voilà. Malheureusement. Moi, j'ai aucun intérêt à ce que vous alliez acheter un terrain sous 130 mètres. Et initialement, j'étais sous 130 mètres, mais j'ai visité des terrains à 130 et 140 mètres d'altitude qui étaient dans de la bouillasse. Donc maintenant, ma limite, c'est 180. Rien en dessous de 180 mètres. Ça fait quand même de l'altitude. Ça fait des zones complètes où vous ne pouvez pas acheter de terrain, mais c'est une protection. C'est important de ne pas être dans des zones de pataugeoires en hiver parce que c'est des zones humides, c'est des zones à moustiques. Dès qu'il fait un peu plus chaud, c'est du moustique à gogo. Zone idéale entre 200 et 300 mètres d'altitude. Voilà. Donc minimum 180. Attention à pas non plus être trop haut parce que quand vous êtes trop haut, vous êtes dans des endroits qui sont assez ventés. Si vous allez par exemple sur les hauteurs de la Colmena derrière, il y a des zones où c'est en vent la plupart du temps, quoi. Donc c'est pas forcément agréable. Je pense plutôt à des zones à peu près à 400, 450, 550 mètres de hauteur. Il y a pas mal de vent, quoi. Là, il faut faire attention aussi. Voilà. Alors, quatrième critère, la forme du terrain. Vous voulez quoi? Un rond, un carré, un rectangle, une bande assez longue. Pour moi, il faut éviter les terrains en bande longue. Malheureusement, c'est la plupart des terrains au Paraguay. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé en fractions qui sont exactement de cette configuration-là. Attendez, je bouge un petit peu dans l'ombre encore. Désolé, mais il fait chaud. Et la l'ombre se déplace, elle a l'air de m'en chercher. Ok, je sais pas. Voilà, super. Il fait chaud. Alors, genre les bandes donc il y a beaucoup de terrains qui sont en bande parce qu'ils ont été divisés aussi parfois en titres familiaux, c'est-à-dire que, mettons qu'il y avait 400 mètres sur 400 mètres et ils ont découpé ça en 4 fractions. Donc au lieu d'avoir 400 mètres sur 400 mètres qui est une bonne configuration, un carré, tu as des bandes de 100 sur 400. Donc tu as 4 bandes de 100 sur 400, tu achètes une bande de 100 sur 400, ça va, ça fait un ratio de 1 sur 4. Mais imagine que c'était des bandes t'as une bande de 100 ou même de 80 sur 1000, ce qui arrive, hein. Et il faut aller les marcher pour s'en rendre compte. Alors 80 sur 1000, pour arriver au bout du terrain, il faut que tu fasses 1000 mètres. C'est pas en fait le problème de faire 1000 mètres, c'est ce que tu traverses. Tu vas traverser une rivière, tu vas traverser une zone où tu peux quasiment pas passer, tu vas avoir un bout de champ là, après un bout de pâturage, un bout de champ de mandioca, un morceau de cerro. Ah, j'ai de la diversité, mais ouais, mais c'est pourri, quoi. C'est pourri. Ne serait-ce que pour arriver au bout du terrain, généralement tu vas même pas construire une route, tu iras à pied. Et en fait, ce qui se produit, c'est que tu n'utilises pas une grosse partie de ton terrain. C'est ça, c'est la réalité. Donc ça sert à rien d'avoir 80 mètres sur 1000 mètres. Il y en a qui vont pas être contents parce que c'est ce qu'ils ont, mais trouver une bonne forme de terrain ou si vous avez la possibilité d'acheter les terrains d'à côté un jour ou l'autre, pourquoi pas, quoi. Faire attention à ça, hein, faire attention à ça. C'est que quand vous passez beaucoup de temps sur ces terrains en bande que vous comprenez que pas forcément intéressant. Après, si vous voulez faire, si vous achetez un terrain, mettons de 100 mètres sur 400 mètres et que vous allez le fractionner en 4 pour avoir des portions de 1 hectare, vous créez une route sur la partie droite qui va desservir les 4 portions, pourquoi pas? Donc à ce moment-là, on se retrouve en fait avec des portions de 100 mètres sur 100 mètres qui a un carré et qui est utilisable. Voilà. La forme va déterminer ta route interne, l'ensoleillement, l'usage agricole, la vie privée, la revente future aussi. C'est difficile de revendre des terrains en bande en fait. Faites attention à ça. Catégorie numéro 9, ressources naturelles. Donc ça c'est une grosse partie, hein. Ressources naturelles, eau, sol, végétation.
Cette section, elle est cruciale, en particulier pour ceux qui veulent construire leur autonomie, comme je souhaite le faire au Paraguay, pas forcément en mode survivaliste du tout, mais avoir un certain niveau d'autonomie par rapport au système. Beaucoup de terrains ont l'air magnifiques, mais manquent d'eau, de sol, d'ombre, et là tu te retrouves avec un terrain difficile, ou carrément inutilisable. Alors, on va découper ça en 3 parties. Première partie, l'eau et l'hydrologie. Je suis pas en train de faire ça grosso modo, hein. Je fais vraiment détaillé. Encore une fois, c'est lourd pour vous de prendre ça. Ceux qui sont toujours dans la vidéo, je vous remercie parce que c'est dur pour moi, mais c'est aussi très dur pour vous, je pense. Encore une fois, le PDF en dessous, il va être là pour vous aider. Et puis, on chapitre tout ça sur YouTube, ce qui fait que si vous avez besoin de revenir sur un critère après, ça sera assez facile. Alors, eau et hydrologie, l'eau c'est la vie. Il y a plein d'eau au Paraguay, mais de l'eau au mauvais endroit ou absente, ça peut être très galère. Alors, présence d'un cours d'eau. Il y en a certains qui vont avoir comme critère la présence d'un cours d'eau. Attention, mensonge, très courant. Le nombre de fois on m'a dit il y a un arroyo ou arroyito. Donc un arroyo, c'est un ruisseau. Un ruisseau, ok. Arroyo, rivière. Arroyito, ruisseau. Où on me dit, ouais, il y a un arroyo, en fait, c'est un arroyito, c'est un ruisseau. Et puis, pas forcément évident que tu aies de l'eau toute l'année. Donc, faites très attention à ça, parce qu'en fait, ils savent que les étrangers recherchent des rivières ou des ruisseaux. Et ils jouent là-dessus pour augmenter artificiellement le prix du terrain. Donc parfois on dit un arroyo, mais c'est juste un filet d'eau de quelques litres à la minute. Ne vous faites pas avoir. Est-ce qu'il y a de l'eau toute l'année? Ça, pas forcément visible parce qu'il faudrait revenir sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a une façon de le dire. Demandez aux voisins. Donc vérifiez en été. Parce que l'été, c'est la période la plus chaude et c'est vraiment là que ça s'assèche. S'il y a de l'eau qui circule, genre le 15 février, vous pouvez être certain qu'il y a de l'eau toute l'année sur votre terrain. Et ça, c'est positif, voilà. Par contre, si vous visitez en hiver et qu'effectivement il y a un gros débit d'eau, mais que c'est juste dû au fait qu'il y a eu de la pluie la semaine dernière, voilà. Marcher le lit de la rivière, hein, c'est pareil, c'est ce qu'on a fait quand on a acheté un terrain. On a marché le lit de la rivière, on a vu qu'en fait, ah oui, il y avait une source dans la rivière, source d'eau dans la rivière, mais que une partie de la rivière est à sec. Le débit conseillé, si vous voulez vraiment un bon ruisseau, si vous voulez une rivière, en fait, c'est du débit de 2 ou 3 mètres cubes à la seconde. Mais encore une fois, la rivière ne vous appartient pas parce que généralement, elle va être renseignée sur une carte et elle est publique. Donc moi, je vous conseille, c'est d'avoir un ruisseau avec un bon débit. Un débit de... je sais pas moi... 200-300 litres à la seconde. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est considéré comme un ruisseau, c'est pas une rivière. Il n'y a pas d'accès public. C'est pas forcément visible par satellite ou autre. Voilà. C'est pas sur les cartes. C'est tout. Critère de la qualité de l'eau. Ça peut être un critère important pour plus d'un. Exemple concret, dans certaines zones d'Itapúa, l'eau elle est blanchâtre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a amené des nouveaux venus, ils me disaient oh, regarde, l'eau elle est blanchâtre, c'est bizarre quoi. Bah ouais, c'est très probablement les produits qui sont utilisés parce que je vois pas d'éléments du sol qui amènent cette couleur blanchâtre comme ça. Donc l'agriculture intensive, ça peut influer sur la qualité de l'eau. Les élevages environnants aussi, si vous avez des vaches ou des moutons ou autre chose qui urinent en permanence dans le ruisseau et que ça passe chez vous et que vous baignez dedans, c'est pas cool. Pollution locale aussi, faire attention à ça. Vous avez des zones où les déchets sont enterrés dans le sol, c'est-à-dire que l'eau, si elle circule en connexion avec ces déchets, ça amène des problèmes aussi. Je vous conseille de tester l'eau. Hein. De toute façon, vous prenez de l'eau, vous l'amenez sur Ascension ou d'autres pôles où vous pouvez tester l'eau et vous avez le résultat. Emplacement de la source. Idéalement, ayez la source sur votre terrain.
Si on parle de source, il faut absolument aller vérifier qu'il y a une source sur le terrain. Parfois on vous dit qu'il y a une source sur le terrain, mais encore une fois c'est un mensonge, il n'y a pas de source, ou la source elle est chez le voisin. Si vous avez un ruisseau et que la source de ce ruisseau est sur un autre terrain, attention, parce que un jour ou l'autre le voisin pourrait contourner la source, faire un barrage ou autre chose, et en fait vous n'avez plus d'accès à l'eau. Donc dans la partie eau et hydrologie, drainage naturel et zones marécageuses, faites attention à ça. Est-ce qu'il y a un drainage naturel du terrain? Si vous avez un terrain avec une pente de 1 ou 2%, bah, ça peut être super dans la mesure où l'eau elle ruisselle normalement. À partir du moment où vous avez de la végétation qui retient l'eau aussi, parce que si les sols sont lavés en permanence, on va voir après l'impact sur la qualité des sols pour faire pousser les choses. Le drainage naturel c'est important pour la maison que vous allez construire, pour les arbres, pour la route interne, pour les animaux. Ça c'est quelque chose, je dois remercier un pote qui s'appelle Yves, il m'en avait parlé, j'avais pas considéré la chose en fait au départ quand je recherchais un terrain, et j'ai commencé à prendre ça de plus en plus jusqu'au point où on a acheté un terrain qui a un très très bon drainage naturel de l'eau. Critères du risque d'inondation. Donc on parle d'inondation par ruissellement. Certaines zones même en pente accumulent de l'eau, attention à ça. Tu peux te retrouver avec rapidement de l'eau, et justement c'est intéressant si vous passez au Paraguay et que vous avez il y a une pluie diluvienne, il tombe mettons 25 mm entre 25 mm et 75 mm d'eau par heure. Vous allez voir l'eau monter progressivement et comment l'eau se comporte en fonction d'où vous êtes. Et ça, c'est intéressant à voir, quoi. Second gros point de cette catégorie, c'est le sol et la fertilité. Sous-estimez pas ça. C'est un critère qui détermine le futur de ton terrain, surtout si vous allez planter des choses. Fertilité du sol. Certains sols au Paraguay sont pauvres. La plupart sont riches, mais certains sont pauvres. La pluie, elle peut avoir lessivé. L'agriculture intensive peut avoir détruit la qualité du sol aussi, et faire attention à ça. Une analyse du sol est fortement recommandée. Vous prenez 2 kg de terre du sol, vous allez dans une coopérative, vous payez 20 €, vous avez votre analyse du sol après quelques semaines. Ça peut être utile aussi. Je suis pas du tout un expert en termes de sol. Je pense si jamais je rencontre justement en février, il devrait y avoir quelqu'un qui vient et qui est spécialiste en sol. On fera une vidéo là-dessus. Voilà. Si jamais vous avez si jamais vous avez des compétences en relation avec ce que je dis, n'hésitez pas, et que vous venez au Paraguay, vous venez me voir, on fait une vidéo ensemble de façon à améliorer la qualité du contenu. Ce serait vraiment super aussi, ça bénéficie aux gens, et si vous avez un service à vendre, pourquoi pas aussi, parce que bon, il y a énormément. En fait, je fais un peu une digression, mais par rapport à tout ce que je dis maintenant, il y a tellement de services qui peuvent être vendus autour, c'est complètement incroyable. Je suis en train de vous lister peut-être 40 catégories de critères. Quasiment chaque catégorie, en fait, il y a des services qui peuvent être associés et créés et qui n'existent pas forcément au Paraguay. Donc, opportunité de business, ici, il y en a pour ceux qui sont capables de voir les choses. Alors, profondeur du sol. Vous allez par exemple sur Valenzuela, qui est un peu plus loin. Vous avez de la roche. C'est rocheux, c'est clairement rocheux. Et donc, sur les zones hautes, vous voyez la roche à fleur de sol. Vous bougez un peu, vous creusez, 30 cm de sol, et en dessous c'est de la roche. Pas forcément planter grand chose dans ce type de sol. Ça va être lavé aussi par la pluie rapidement. Faites attention à ça. Il y a un pote, Geoffroy, justement, il me disait effectivement, regarde aussi comment les arbres se comportent, les racines. Est-ce que les racines elles courent sur le sol? Ce qui veut dire que l'arbre n'a pas forcément la capacité à aller dans le sol, aller en profondeur pour les racines. Et donc du coup ça peut être un problème pour des arbres qui seraient dans un contexte de vent puissant et qui se déracineraient. D'ailleurs tu le vois, parce que quand il y a des tempêtes, tu vois les arbres qui tombent assez facilement, et donc tu vois comment les racines étaient, donc elles étaient à fleur de sol, par rapport à d'autres arbres qui ont l'air d'aller beaucoup plus profond
dans le sol. Il faut de la profondeur pour planter des arbres, creuser un puits, avoir un bon drainage, stabiliser une maison. Voilà. Type de sol. Alors, vous avez beaucoup de types de sols différents au Paraguay. D'ailleurs, il y a des cartes complètes là-dessus, en particulier les gens qui sont spécialisés dans la... qui font les puits, ils ont des cartes géographiques par zone. Vous allez à la Colmena, vous avez principalement du sable, c'est sablonneux, vous le voyez clairement. Vous allez sur Itapúa, c'est ce sol rouge qui fait de la glaise, qui est très riche. D'ailleurs, les choses poussent très rapidement, mais qui aussi peut contribuer à des glissements de terrain. Vous avez dans la cordillère un sol qui est beaucoup plus rocheux. Encore une fois, je ne suis pas un expert, c'est juste par mes observations. Donc faites attention au type de sol que vous voulez avoir, en particulier si vous avez des projets d'autonomie en eau, en alimentation. Ok. Troisième gros point dans cette catégorie, la couverture végétale et l'ombre. Les arbres, ça pousse vite ici, mais ça met des années à pousser. Un terrain déjà vivant, ça a un avantage. Okay. Alors, zone boisée. Est-ce que vous voulez une zone boisée sur votre terrain? Par exemple, nous, c'était un critère fondamental. On ne voulait pas de terrain avec moins de 25% de zone boisée. Les arbres, ça vous protège du vent, ça garde la fraîcheur. Il y a une sacrée différence entre l'été, avoir un terrain où vous avez une forêt et un terrain en plein soleil, en plein cagnard, mais c'est... Non, moi, je ferais pas ça de toute façon. Mais vous allez monter à 40, 45, ça chauffe de toute façon. Si vous êtes dans une forêt, c'est de la fraîcheur et vous le sentez. En particulier les forêts où vous avez des roches énormes, des flancs de roches avec un arroyo, un ruisseau qui coule le long de la roche. Vous perdez sans problème 7-8 degrés à proximité de cette zone-là. Si en plus c'est dans l'ombre, bon, il va y avoir des moustiques, mais c'est bien mieux, quoi. Ça permet d'avoir une zone de fraîcheur qui est importante dans le sens où votre zone de fraîcheur, bah, c'est la maison avec l'air conditionné, ce qui n'est pas top. Ça améliore la qualité de vie, une zone boisée, bien sûr. Je repense à un terrain que j'ai vu dans le sud qui a une forêt de pins. C'est magnifique, ça sent le pin, ça sent bon, c'est agréable. Zone de prairie. Prairie, c'est égal à la possibilité d'élever du bétail, de planter, d'aménager facilement, de créer une zone de potager. Donc en fait, quand vous recherchez un terrain, il ne faut pas hésiter à dire ça à la personne qui vous aide à rechercher ce terrain, ou vous recherchez par vous-même, mais pourcentage de forêt minimum, pourcentage de prairie, pourcentage de zones cultivées. Voilà, généralement. Alors, zone de culture, est-ce qu'il y a déjà une zone de culture? Il se pourrait qu'il y ait déjà une zone de culture. Mandioca, caña dulce, le maïs, la papaye, potager local. Est-ce que c'est exploité? Est-ce que c'est maintenu? Voilà. Les arbres fruitiers existants. Pas mal d'entre vous veulent un terrain avec des arbres fruitiers. Alors, les plus fréquents qu'on trouve au Paraguay. Citron, orange, mangue, la papaye, pamplemousse, banane. Entre planter un arbre et avoir des fruits, bon, un papayer, c'est juste 6 mois, c'est rapide, mais généralement 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, je crois qu'un kiwi c'est 7 ans. Ça peut prendre un sacré bout de temps, donc voilà, c'est intéressant d'avoir des arbres, sachant que le seul moyen c'est d'aller sur le terrain avec un botaniste quasiment, parce qu'en fait, exactement, tu vois, là ça serait encore un business supplémentaire à créer. Je vous aide à aller sur votre terrain, à vous dire quels sont les arbres fruitiers que vous avez si vous voulez acheter un terrain. Pourquoi? Parce que si vous n'y connaissez rien, mis à part s'il y a le fruit qui est visible, en fait, je suis allé sur beaucoup de terrains à différentes périodes de l'année, et j'aurais jamais dit que ce truc-là, c'était un arbre fruitier. Je ne connaissais rien. Voilà. Alors, il y a des arbres, par exemple un manguier, je peux le reconnaître sans problème, même s'il n'y a pas de mangue visible. Un bananier, pareil, voilà. Mais il y a des arbres difficiles, il y a même des types de fruits que vous ne connaissez pas. Et donc, vous ne pourriez pas dire que, voilà,
par exemple, la noix de pécan, bonne chance pour aller trouver le type d'arbre qui fait des noix de pécan, quoi. Donc ça peut être un des critères. Généralement, ils listent les types de fruits qui sont disponibles sur le terrain, mais à y aller avec un botaniste, si quelqu'un offre un service de botaniste qui permet à la personne justement qui veut acheter un terrain ou qui a acheté un terrain, de savoir quel type d'arbre il y a sur le terrain et comment gérer ces types d'arbres. C'est un business énorme au Paraguay. Voilà, vous avez du travail 24 heures sur 24. Et encore une fois, je dis pas ça comme ça, hein, c'est que j'ai fait beaucoup de startups, donc je vois en fait les segments de marché disponibles et ce que tu peux faire dessus, quoi. C'est pas juste pour dire ouais, tu peux faire un business là, quoi. Zone d'ombre naturelle, je pense que c'est très important vu la chaleur qu'il peut faire au Paraguay. Terrain sans ombre, c'est un sauna en été. Il y a des potes qui ont des terrains sans ombre, bonne chance, quoi. Voilà, bonne zone naturelle, mais aussi zone d'ombre, c'est aussi des zones d'intimité, quoi. Voilà, un endroit où voilà, vous êtes plus, c'est plus sympa. Attention aux zones d'ombre créées par des flancs de séraux où potentiellement il faut aussi qu'il y ait une stabilité du sol, quoi. Si vous avez de la roche qui tombe, d'ailleurs vous le voyez sur certains terrains, je me souviens qu'il y a un mec qui m'avait fait visiter un terrain de 40 hectares à la Colmena, je peux donner son nom, mais il va pas te dire que voilà, il y a effondrement d'une partie du sérau, et donc tu vois des blocs de littéralement 3, 5, 6 mètres énormes qui sont tombés du sérau, mais on te prévient pas, parce que le plus important c'est d'aller vendre le terrain et de faire sa commission. J'ai pas de pitié pour ce type de gens là, parce que c'est dégueulasse, quoi. En fait c'est même dangereux, parce que tu crées ta maison et qu'un jour elle se fait défoncer par un bloc de 3 ou 4 mètres. La probabilité est faible, mais elle est existante. Voilà. Catégorie 10, pardon. Infrastructure et connectivité. Ça va être important aussi. Les infrastructures ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent changer votre vie. Premier critère, l'électricité accessible. Vérifier l'accès à l'électricité. Quel type de ligne aussi est disponible? Est-ce que c'est une ligne basse tension en 220, ou est-ce que c'est une ligne moyenne tension ou haute tension? Ça fait une différence. Si vous êtes sur de la basse tension, attention, vous ne pouvez pas forcément utiliser ce que vous voulez chez vous. En particulier si vous avez 2 ou 3 clims, ça peut être très difficile de faire tourner ça, même de faire tourner une clim. Alexis en a fait l'expérience. S'il y a de l'électricité disponible, à combien de mètres c'est disponible? Est-ce qu'il faut tirer une ligne sur 400 mètres ou c'est juste à l'entrée du terrain? N'hésitez pas à aller vérifier avec Andé, hein, si nécessaire. Ils viennent sur le terrain, on vous dit. La capacité du transformateur disponible, est-ce que c'est un 25 kVA ou est-ce que c'est un 100 kVA ou autre chose? Le coût réel du branchement, va falloir peut-être même donc payer de l'extension de ligne. Faites attention à ça, c'est dans la viabilisation. Certains terrains paraissent bon marché, mais il y a beaucoup d'investissements à faire en viabilisation. Donc faut être réaliste, et justement la grille, le fichier PDF que vous pouvez imprimer justement vous permet d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte, ça c'est vrai, hein. De toute façon, c'est pas comme en France où vous avez déjà, ou dans d'autres zones du monde où il y a déjà une infrastructure, et l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'internet, tout ça, c'est en fait, vous n'avez même pas à vous en soucier la plupart du temps, quoi. Le point 10.2, l'eau potable publique. Est-ce qu'il y a une canalisation d'eau dans la rue? Généralement, si c'est en zone rurale, ça vient d'un poseau artisanal qui a été créé pour la zone et qui va desservir un certain nombre de maisons. S'il n'y a pas d'eau dans la rue, alors il va falloir creuser un puits ou récupérer l'eau de puits. Est-ce qu'on peut créer facilement un puits sur le terrain? Beaucoup vivent avec un puits au Paraguay, hein. C'est assez commun de faire un puits entre 80 et 250 mètres de profondeur et d'aller chercher l'eau avec une pompe. Voilà. 10.3, l'internet. Alors, il y a l'option de la fibre, pas forcément en zone rurale, mais parfois ça arrive. L'internet via radio, donc une antenne radio que vous montez sur un poteau assez haute qui va capter le signal.
les antennes locales en 4G ou 5G, donc la réception directe, et puis Starlink. Donc vous avez un certain nombre d'options. Je pense que l'accès à Internet est quand même... Il n'y a pas trop de contraintes pour l'instant, mais faites attention, c'est bien de vérifier ça. Demandez justement ce que les gens utilisent. Moi, c'est ce que j'avais fait parce qu'effectivement, on risque d'utiliser Starlink sur le terrain. A priori, il n'y a pas de souci, quoi. Autre critère, l'accès à un réseau mobile. Alors pour certains, c'est obligatoire. Pour d'autres, ils n'en veulent pas. Ils sont contents d'être d'une zone où on ne capte pas. Attention, les zones où tu captes très peu, généralement, c'est des zones en fait aussi où la réception n'est pas forcément bonne pour ta santé, à ce que j'ai compris. Donc prenez ça en compte, voilà. Et puis infrastructure et connectivité dans cette catégorie 10, le point 5, les services d'urgence. Est-ce que vous avez besoin de services d'urgence et vous vous sentez mieux avec des services d'urgence disponibles aux alentours, donc pompiers volontaires, les ambulances, police, cliniques privées, calcul à la distance réelle en minutes. Si vous êtes cardiaque, vaut mieux être à 10 minutes d'un hôpital et de savoir exactement ce que vous avez à faire plutôt qu'à 1h30 et puis risquer de décéder en cours de route, quoi. Voilà. Il faut être, de toute façon, au Paraguay, vous allez vous en rendre compte, hein, les gens qui s'intègrent le mieux, c'est des gens extrêmement pratiques, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de... C'est des gens qui ont planifié bien. Alors, catégorie 11, et c'est la dernière, pour ceux qui sont encore là, je vous remercie. Esthétique, confort, potentiel de revente, c'est un critère important. Ici, on parle de ce qui va vous faire aimer le terrain, et si vous voulez revendre au bout de 6 mois. Alors, premier critère, la vue dégagée. Pour certains, c'est important, en particulier dans un contexte où au Paraguay, la nature est quand même assez monotone, pour être franc avec vous. On ne trouve pas de montagne comme en Suisse, on n'a pas d'accès à la mer comme le sud de la France. Vous verrez rarement de neige ici. Donc, dans un contexte assez monotone, ça vaut le coup d'avoir un beau paysage, quoi. Alors, avoir un beau point de vue, ça peut être une vallée, ça peut être un horizon, ça peut être une colline, ça peut être une rivière. Et je pense que c'est important. Pour moi, c'est important, c'est pour ça que je suis dans ce coin-là. Derrière, j'ai Serohu et c'est joli. Quand on vous promène, ça fait la différence entre se promener dans une zone plate et une zone où il y a des belles perspectives. En fait, c'est psychologique. C'est psychologique. Ça évite de se rappeler que le Paraguay, c'est monotone, pour l'instant. Et confort thermique, essentiel. Attention, un critère sur un confort thermique. Trop de soleil, c'est insupportable. Trop de vent, c'est du froid, c'est de la poussière, c'est de l'inconfort. Trop d'ombre, c'est de l'humidité, c'est des moustiques. Mauvaise orientation, surchauffe de maison. Donc faites attention à ça si vous avez un critère sur le confort thermique. Alors, le 11.3, il est super important, je pense. C'est le potentiel de revente, attractivité future de ce que vous avez. Et la plupart du temps, on ne pense même pas à ça, on ne pense pas à la sortie avant d'être entré. Par contre, c'est ce qu'on vous apprend à penser quand vous créez des startups ou des business. Pensez directement à la sortie avant l'entrée. Au Paraguay, ça peut être difficile de revendre. Je vois beaucoup de terrains qui sont beaux, mais qui restent à la vente pendant des années, qui ne sont pas encore achetés. Il se peut qu'il y ait en fait un inconvénient majeur, pas d'infra, le prix est trop haut, la zone est peu recherchée, mauvais accès. Par exemple, il y a un terrain de 63 hectares à Escobar qui est un beau terrain, mais ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il est à la vente. Il se peut qu'il y ait un mauvais voisinage aussi, qu'il y ait un problème avec le titre de propriété. Et en fait, les agents immobiliers qui sont souvent incompétents, ils vous aident pas trop là-dessus. Donc il va falloir potentiellement faire des vérifications par vous-même, juger par vous-même,
justement en fonction des critères, combien de critères sont cochés par rapport à ce terrain, le potentiel de revente. Si le terrain coche la plupart des critères, vous pouvez dire le potentiel de revente il est quand même plus élevé qu'un terrain qui va cocher juste 4 ou 5 critères, quoi. En particulier des critères qui sont super importants. Voilà. D'ailleurs, cette grille d'évaluation, elle ne va pas simplement vous servir à l'achat de votre terrain, mais elle va vous servir à la revente de votre terrain. Parce que vous allez pouvoir lister justement par rapport à quelqu'un qui recherche, qui potentiellement recherche un terrain et qui serait acheteur sur votre terrain, vous dit voilà, j'avais fait l'analyse de mon terrain par rapport à tous ces critères, hop, vous l'avez directement, et le mec, ça lui épargne énormément de travail. Alors, on a fini sur les 11 terrains. Je suis fatigué. Non, il fait chaud, il fait un peu lourd. Alors, le terrain parfait, c'est presque impossible. Et justement, c'est le risque de vouloir chercher un terrain parfait. Je suis pas tombé là-dedans, mais j'en étais pas loin, parce qu'après 14 mois, c'est quand même un sacré temps de recherche pour un terrain. Mais on a trouvé un super terrain. Voilà. Vous avez maintenant la liste complète. Vous pouvez l'imprimer, l'emporter avec vous quand vous visitez le terrain. Vous allez juste faire des croix ou n'importe quoi sur les colonnes, c'est pratique. Cette liste, elle va vous faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros, hein, et réellement, hein, je ne suis pas en train de fabuler du tout, hein. Un terrain parfait, encore une fois, pratiquement introuvable. Ne faites pas l'erreur de continuer à chercher de façon continuelle. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous allez vous rabattre sur des terrains qui sont pas beaux, généralement, parce que vous êtes épuisé. Donc, marginalement, faites attention. L'objectif, c'est pas la perfection, c'est d'éviter les grosses erreurs, d'être lucide, éviter de perdre beaucoup de temps. Prenez votre temps pour acheter un terrain. Tous ceux qui achètent à distance, je suis désolé, ça va être, généralement, ils vont commettre des erreurs, parce qu'en plus... il y a très peu de gars, comme moi qui vont analyser le truc de façon... c'était mon boulot, hein, de toute façon, en tant que consultant, d'analyser les choses. Donc voilà, j'étais payé pour faire ça. Donc pour moi, c'est pas un problème de faire de l'analyse et de passer 10 heures à analyser un truc. C'est aucun problème. Vous avez une version synthétique qui vous permet de faire le travail beaucoup plus rapidement que moi. Si nécessaire, allez visiter le terrain 2, 3, jusqu'à 10 fois. Le terrain qu'on a acheté, on l'a visité, je sais pas, 10 à 15 fois. Ça paraît complètement fou, mais non, c'était nécessaire. Après la pluie, le soir, le week-end, en journée, en période de fort soleil, quasiment tout fait, quoi. Observez juste votre sens de l'attention, prenez votre temps. Ne laissez pas l'agent vous balader sur le terrain, allez où vous voulez sur le terrain. Prenez votre temps, vous voulez vous arrêter 10 minutes pour vous poser dans l'herbe, apprécier la vue ou ce qui se passe, faites-le, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon vous faites balader par quelqu'un et en fait vous n'avez pas d'opinion. C'est dur. Regardez les voisins, parlez avec les voisins, ne vous emballez pas. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire au Paraguay, commencez par louer. C'est pas gênant de perdre des centaines d'euros dans la location, justement ça vous fera épargner beaucoup d'argent. Passez 2 à 3 mois dans différentes zones, appréciez les zones. C'est pas du temps de perdu, hein. Et puis ne tombez pas dans le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out en anglais, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Il y a beaucoup de terrain à vendre. L'erreur, c'est de s'emballer, d'y aller trop vite et d'acheter un truc de merde, quoi, un truc que vous allez regretter. Et il y a énormément de gens qui veulent vous faire tomber dans le FOMO parce qu'ils ont du pognon à faire. Voilà. Comparez ce que vous voyez, ajustez vos plans. Moi, j'ai dû ajuster mes plans plus d'une fois. C'est un choix de vie, c'est pas une impulsion. Alors, pour faire suite à la vidéo, je vais le redire, hein, de toute façon c'est aussi une partie de mon gagne-pain, mais si vous voulez passer du temps avec moi, parler de 1 à 1, qu'on parle vraiment de ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, que je vous donne des conseils spécifiquement appropriés à vos besoins. On peut
peut faire ça, il n'y a pas de problème, vous réservez mon temps sur la base de 60 € pour 45 minutes de mon temps. Voilà. Vous avez mon agenda Calendly en dessous. Pas mal de gens l'ont fait. Le retour a été extrêmement positif. D'ailleurs, je commence à capturer tous ces retours à l'écrit de façon à ce que voilà, je ne dis pas non plus, hein, pas simplement je dise que les gens sont contents, mais que vous pouvez le lire d'autres personnes, c'est important, de façon à savoir ce qu'ils pensent et puis à quoi ça leur a servi mes conseils. Mais généralement, voilà, comme j'ai fait du consulting pendant 25 ans, et que je me suis jamais fait virer d'une boîte, c'est que mes conseils étaient assez pertinents. Voilà. Et si vous voulez réserver mon temps, vous allez sur mon calendrier en dessous, vous réservez le temps directement. Vous payerez qu'après la consultation parce que je veux être sûr que je crée de la valeur pour vous. Voilà. Par contre, si vous réservez mon temps et que vous pointez pas, non, ça va pas le faire. Ne revenez pas vers moi après. Et si mon contenu vous aide, vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. C'est une plateforme de dons. Ça m'est utile aussi. Parfois, juste 5-10 €, c'est un plein de carburant pour la moto et ça me permet d'avancer. C'est de l'argent qui est aussi réinjecté dans le projet de bon voisinage. Et d'ailleurs, pour ceux qui contribuent, je serais content de vous accueillir dans le bon voisinage, voire de vous laisser passer du temps sur place. On aura beaucoup de projets dans ce cadre-là et ça va être aussi sympa. Alors, sur le mot de la fin, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Okay. Si vous avez 20 000 € à perdre, oui, achetez un terrain directement sur Internet via n'importe qui. Mais je vous conseille de faire attention. Voilà. Encore une fois, c'est de l'argent qui pourrait être mieux investi autre part, qui pourrait mieux servir à la vie locale. Et quand je vois les Paraguayens, beaucoup de Paraguayens qui galèrent, qui n'ont rien, réellement ça pourrait servir à d'autres choses, quoi. En particulier des projets économiques ici au Paraguay, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et l'argent n'est pas forcément utilisé de la bonne façon. Voilà. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne journée et à plus, ciao.